Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde de la gestion du risque en cybersécurité. Ça peut paraître compliqué, mais c'est absolument crucial pour protéger ce qu'une organisation a de plus précieux. On va décortiquer ensemble une méthode française qui, justement, propose une feuille de route super claire pour y arriver. Faut se le dire, la cybersécurité, ça ressemble souvent à un vrai labyrinthe. Les menaces changent tout le temps, elles sont de plus en plus sophistiquées et c'est facile de se sentir complètement dépassé, de ne pas savoir par quel bout commencer. La vraie question, c'est comment on fait pour trouver un chemin clair, une stratégie pour se défendre efficacement. Eh bien, c'est là que la méthode EBIOS Risk Manager entre en scène. Imaginez-la comme une carte et une boussole conçues spécifiquement pour ce labyrinthe. C'est une approche qui a été développée par l'ANSSI, qui est en quelque sorte l'Agence nationale de cybersécurité en France, pour nous aider à naviguer là-dedans de façon logique et structurée. Ce qui est brillant avec la méthode EBIOS, c'est qu'elle combine deux approches. D'un côté, on a l'approche par conformité. Pensez à ça comme l'hygiène de base en sécurité, les bonnes pratiques, les standards qui protègent contre la majorité des menaces communes. Et de l'autre côté, on a l'approche par scénario. Là, on change de ligue. On se concentre sur les attaques sur mesure, celles qui sont pensées et montées juste pour une organisation en particulier. Cette pyramide, elle illustre l'idée à la perfection. La conformité, c'est la base large et solide de la pyramide. C'est le fondement, c'est non négociable. Mais pour se défendre contre les menaces vraiment pointues, les attaques ciblées, il faut monter au sommet de la pyramide et commencer à penser comme un attaquant en se basant sur des scénarios. Les deux sont inséparables. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Eh bien, la méthode nous guide à travers un processus vraiment clair en 5 grands ateliers. Chaque atelier se base sur le précédent, ce qui crée un cheminement logique, de la compréhension du contexte jusqu'à la mise en place d'un plan d'action solide. Bon, allons-y avec le premier atelier. C'est ici qu'on coule le béton, qu'on pose les fondations de toute l'analyse. Parce qu'avant même de penser aux menaces, il faut savoir exactement ce qu'on défend et surtout, s'assurer que nos défenses de base sont bien en place. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on définit le périmètre de l'analyse, on identifie les activités essentielles de l'organisation, ce qu'on appelle ses valeurs métiers, et on imagine les pires scénarios possibles, les événements redoutés. Et bien sûr, on fait un bilan de santé pour voir si les mesures de sécurité de base tiennent la route. Pour que ce soit moins abstrait, on va prendre un exemple qu'on va suivre tout le long. Une compagnie de biotechnologie. Sa mission, c'est de créer et produire des vaccins. Ses valeurs métiers, ses joyaux de la couronne, si on veut, c'est son processus de recherche et développement, sa chaîne de fabrication et toutes les données de traçabilité. C'est ça qu'il faut protéger avant tout. Une fois qu'on a identifié ce qu'on veut protéger, on évalue la gravité si quelque chose tourne mal. Par exemple, une perte des données de recherche serait grave, c'est sûr, mais un arrêt complet de la production en pleine épidémie, ça, c'est critique. Le fait de mettre un chiffre là-dessus, ça aide énormément à prioriser et à savoir où mettre l'effort. Parfait. On a nos fondations. Maintenant, on passe à la phase suivante qui couvre les ateliers 2, 3 et 4. Maintenant qu'on sait ce qu'on protège, il est temps de se tourner vers la menace. On va essayer de comprendre qui pourrait nous attaquer, pourquoi il le ferait et surtout comment il pourrait s'y prendre, en partant du plan général jusqu'au moindre détail technique. L'atelier 2, c'est simple. On se pose la question « Qui pourrait nous en vouloir et pour quelles raisons? » Pour notre compagnie de biotechnologie, les suspects sont assez clairs. Ça pourrait être un concurrent qui veut voler les secrets de fabrication ou un groupe d'activistes qui s'oppose à la vaccination ou encore, plus simplement, un groupe de cybercriminels qui veut faire de l'argent facile avec une rançon. À l'atelier 3, on commence à dessiner les plans d'attaque, ce qu'on appelle les scénarios stratégiques. Et là, il y a un point qui est absolument fondamental. Un attaquant intelligent regarde tout l'écosystème. Il ne va pas forcément essayer de défoncer la porte d'en avant. Souvent, il va plutôt chercher le maillon faible, un partenaire, un fournisseur. Regardez cet exemple de chemin d'attaque. C'est un classique. Le concurrent, au lieu de viser directement la compagnie de biotechnologie, qui est probablement très bien protégée, va identifier un de ses laboratoires partenaires qui est peut-être moins sécurisé. Il l'attaque et de là, il a une porte d'entrée pour aller chercher les données qu'il voulait. C'est une tactique hyper fréquente. Et on arrive à l'atelier 4. C'est là que ça devient vraiment technique. Le plan stratégique, le comment général, se transforme en scénario opérationnel. On décortique la chaîne d'attaque étape par étape. Ça commence par un simple courriel d'hameçonnage qui permet à l'attaquant de se promener dans le réseau pour finalement exfiltrer les données. On reconstitue le film de l'attaque, en somme. On arrive enfin à l'atelier 5, le grand final, c'est le moment où tout converge. On prend toutes les pièces du casse-tête qu'on a assemblées dans les ateliers précédents et on les utilise pour bâtir un plan d'action qui est concret et surtout priorisé.
La première chose qu'on fait, c'est de tout mettre ensemble de façon visuelle. On prend chaque scénario d'attaque qu'on a imaginé et on le place sur une carte des risques. On croise deux choses, la gravité de l'impact, si ça arrivait, si on le définit à l'atelier 1, et la vraisemblance que ce scénario se produise qu'on a évalué à l'atelier 4. Et voilà ce que ça donne au début. C'est la photo de la situation avant. On voit tout de suite, avec les couleurs, les risques qui sont dans le rouge ou dans l'orange. Ce sont nos priorités absolues. C'est un outil de communication et de décision super puissant pour la direction de l'entreprise. Une fois qu'on a cette carte, on peut bâtir le plan de traitement. Et on ne parle pas juste de solutions techniques, on parle d'actions concrètes et variées. Ça touche la gouvernance, comme ajouter des clauses de sécurité dans les contrats des fournisseurs, la protection, comme chiffrer les données sensibles, la défense, avec des outils de surveillance réseau, et la résilience, en s'assurant qu'on a un bon plan pour se relever si le pire arrive. Et le but du jeu, évidemment, c'est d'arriver à ça. C'est la photo après. Une fois les mesures mises en place, on voit que les points de risque se sont déplacés vers le coin en bas à gauche, vers la zone verte. Le niveau de risque global est maintenant beaucoup plus bas, beaucoup plus acceptable. Mais EBA, ce n'est pas juste une recette de cuisine. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça force à prendre des décisions stratégiques éclairées. Dans cet exemple, la direction constate qu'un risque lié à un fournisseur informatique reste élevé même après les mesures. La conclusion est radicale mais claire. La seule solution, c'est peut-être de changer de fournisseur. Il y a une chose qu'il faut vraiment comprendre. Le but de tout ça, ce n'est pas de produire un beau rapport qui va prendre la poussière sur une tablette. Le vrai objectif, c'est d'instaurer un processus vivant, une culture de gestion du risque qui s'améliore constamment. Et pour y arriver, la méthode propose deux boucles de révision. Il y a le cycle stratégique, qu'on fait, mettons, aux 2 ou 3 ans pour revoir le portrait global, les grandes menaces. Et il y a le cycle opérationnel, beaucoup plus fréquent, peut-être chaque année, pour s'ajuster aux nouvelles vulnérabilités, aux nouvelles techniques des pirates. C'est ça qui garde la sécurité à jour. Au final, EBIOS Risk Manager, c'est un cadre de travail, c'est une méthode, c'est une excellente carte pour naviguer dans la complexité. Mais il ne faut jamais oublier que le meilleur outil, ça reste la connaissance profonde de son propre terrain. Alors, la question qu'il faut se poser, ce n'est pas juste « est-ce que j'ai une carte ?», mais bien « est-ce que je comprends vraiment les risques les plus critiques pour mon organisation ?»